Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Théo et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à essayer de mieux comprendre l'impact environnemental de l'IA et son rôle potentiel dans la transition écologique. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à travailler sur ces sujets à l'intersection entre IA, data et transition écologique? Merci beaucoup Clément pour l'accueil. Donc je m'appelle Théo Alves d'Acosta, je suis ingénieur en machine learning, donc ingénieur en IA depuis une dizaine d'années. Je travaille dans deux structures principalement. Je suis responsable environnement dans une boîte française de data et d'IA qui s'appelle Equimetrix, dans laquelle je construis effectivement des solutions autour de la data et de l'intelligence artificielle sur les questions environnementales. Et je suis également président d'une ONG qui s'appelle Data for Good, qui rassemble aujourd'hui environ 7000 bénévoles qui vont fabriquer et construire tous ensemble entre citoyens des projets numériques pour le bien commun au service de la justice sociale et environnementale. Donc concrètement, on va fabriquer des choses avec des associations du terrain sur des questions environnementales et sociales. En parallèle, comme effectivement on se rend compte qu'on travaille sur un sujet, sur une grande cause comme l'environnement, on se rend compte aussi des dérives. Et donc, je suis aussi assez plutôt critique, on va dire, des dérives. Et donc, je fais beaucoup de dénonciation de l'impact environnemental de l'IA et de vulgarisation sur le sujet. Et justement, là, tu parlais de Data for Good, mais vous avez publié assez récemment un rapport, un travail assez étoffé justement pour essayer de rendre lisible et visible l'impact environnemental et social de l'IA générative pour le coup. On parle beaucoup de l'impact carbone, mais finalement, c'est juste une partie du problème. Est-ce que tu pourrais, toi, présenter un petit peu, faire un état des lieux des questions environnementales qui se posent quand on parle de l'IA et particulièrement avec les développements récents là, de l'IA générative, et peut-être, de ton point de vue, quels sont les angles morts des débats sur le sujet, parce que si je fais le parallèle avec la question environnementale et du changement climatique, on se focalise beaucoup sur l'impact carbone et le fait de réduire nos émissions. Pour autant, il y a des impacts sur la biodiversité, sur tout un tas d'autres sujets, et parfois, la question du CO2, elle prend beaucoup de place au détriment d'autres sujets tout aussi importants. Et j'imagine que sur la partie IA, c'est un peu la même chose. Donc, à la fois un petit peu faire un état des lieux des questions que ça pose et peut-être les angles morts que toi, tu identifies. Déjà, effectivement, on parle un peu de l'impact carbone de l'IA. Je ne sais pas si on en parle tant que ça. On parle surtout d'ailleurs de sa consommation énergétique sans trop savoir ce que ça veut dire en général. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà, ça a quand même globalement changé avec l'IA générative parce que ça nécessite effectivement quand même une puissance de calcul qui est supérieure et notamment qui ne peut plus spécialement fonctionner que sur un ordinateur. Ça, c'est peut-être une des grandes différences déjà pour comprendre, c'est qu'effectivement, comme il y a plein de familles d'IA, il y a des petits algorithmes qui fonctionnent plutôt très bien sur un ordinateur ou un téléphone. Et il y a des gros algorithmes qui fonctionnent plutôt sur plus de serveurs, des cartes graphiques avec des GPU et qui vont tourner dans un data center. Déjà, il faut avoir un peu la part des choses. Et pour pouvoir comprendre les impacts environnementaux et essayer de ne pas oublier des angles morts, c'est bien de se retracer un peu les chaînes de dépendance ou la chaîne de valeur. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Si je prends l'exemple le plus simple, peut-être, même si après on peut parler d'autres formes d'IA, c'est effectivement la question à ChatGPT. Si je pose une question à ChatGPT, moi, sur mon ordinateur en France, je vais avoir un petit peu, effectivement, d'électricité de mon ordinateur. Mon ordinateur, faut qu'il soit fabriqué, mais ça, c'est comme tous les usages numériques. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que la question, elle est envoyée en général aux États-Unis, probablement dans l'État de Virginie, même si on ne sait pas trop globalement où est-ce que c'est. Donc, c'est-à-dire qu'elle passe par un câble sous-marin pour arriver jusqu'aux États-Unis, aller jusqu'en Virginie, dans un des grands data centers qui sont peut-être gérés par OpenAI, par Microsoft Azure ou on ne sait quoi. Ça vient tourner sur un rack de serveurs qui va être spécialisé sur de l'IA et du traitement de langage, notamment avec des large language models, avec des LLM, pour faire tourner GPT-4o, par exemple. Et pour faire tourner ça, ça vient utiliser des cartes graphiques, donc les fameux GPU, qui eux-mêmes ont besoin d'électricité, du coup, pour fonctionner. Comme ça a besoin d'électricité et que ça fait beaucoup de calculs, ça va chauffer. Donc, il va falloir refroidir pour éviter juste que ça pète, quoi. Donc, il y a un système de refroidissement. Ce système de refroidissement, il peut fonctionner de plein de manières. Il peut fonctionner à l'eau, à l'air, où il y a d'autres techniques, mais globalement, en général, c'est une combinaison d'eau et d'air. Donc, potentiellement, ça va utiliser de l'eau. Le système de refroidissement, lui aussi, il a besoin d'électricité. Et donc, en globalement, la structure, l'infrastructure de data center qui va faire supporter ce calcul d'IA, donc parfois c'est des data centers spécialisés, il a besoin d'électricité et d'eau.
Cette électricité, il vient la trouver à l'intérieur du réseau électrique dans lequel il est, donc du réseau électrique local de Virginie, à l'endroit dans lequel il est raccordé au réseau, qui lui peut être relié à une certaine forme d'électricité avec plus ou moins de carbone. Donc avec, par exemple, soit c'est très renouvelable ou nucléaire ou plutôt énergie fossile. Dans le cas de la Virginie, c'est plutôt très énergie fossile. Et c'est aussi relié à d'autres fonctionnements, comme par exemple, il y a des générateurs de secours dans un data center pour s'assurer qu'il n'y a pas d'interruptibilité du calcul ou que on a assez de puissance ou parfois on n'a pas assez de puissance parce que le réseau nous en offre pas assez, donc on va rajouter de la puissance électrique. Et je vais reparler pourquoi c'est important peut-être un peu plus tard de ces générateurs de secours. Et donc il y a toute une chaîne comme ça. Et ensuite, ça renvoie à la réponse de l'autre côté de l'Atlantique. Déjà, rien que dans sa chaîne, on a vu plusieurs trucs en termes d'impact environnementaux. C'est qu'il y a de l'électricité qui est consommée, il y a de l'eau qui peut être prélevée ou consommée, et cette électricité et cette eau, tout ça se passe dans un endroit local, c'est-à-dire à l'endroit où est le data center. Et il va y avoir un vrai sujet sur les impacts environnementaux locaux, qui est quelque chose qu'on oublie un petit peu aujourd'hui. Et ensuite, il y a les émissions carbone que tout ça, ça génère, qui, elles, sont plutôt globales. Ça, c'est un peu déjà une première idée de la vue d'ensemble. Ensuite, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que chacune des pièces de cette chaîne, c'est des choses qu'il a fallu fabriquer, utiliser et potentiellement jeter si jamais c'est à la fin de leur existence. Et ça se passe vraiment à chaque endroit. Parce que, par exemple, l'algorithme lui-même, de GPT-4o, par exemple, on a dû le fabriquer. Pour un algorithme, ça veut dire l'entraîner. Et ensuite, on va l'utiliser. Donc ça, c'est plutôt l'entraînement versus l'inférence. Une carte graphique, il a fallu la fabriquer. Et donc, pour la fabriquer, il faut des métaux, on va trouver du plomb, du tantal au Kazakhstan, on va trouver plein de choses. Ça va être assemblé par toute une autre chaîne de dépendance dans laquelle on va avoir au final Nvidia qui va faire le plan, qui va la vendre à Microsoft Azure, et pour ça ils vont la faire fabriquer par TSMC à Taïwan, qui eux-mêmes utilisent les machines à lithographie de ASML. Et donc en fait on a toute une chaîne de valeur sur rien que la fabrication, l'exploitation minérale. Cette exploitation-là, elle cause plein de questions sociales, de pollution locale à l'endroit où on vient faire des exploitations minières, de pollution et de dépenses énergétiques, parce qu'on envoie de l'eau à haute pression, on va casser la roche, il y a plein de... Enfin, voilà, c'est des grosses machines. Les mines, on les voit de l'espace tellement c'est gros et ça prend de la place. Et c'est aussi, rien que déjà, c'est d'autres impacts locaux qui existent. Et après, il y a la fin de vie aussi, parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que dans les data centers, notamment ceux d'IA, les cartes graphiques, on les renouvelle tous les 2-3 ans en ce moment, parce que on veut la dernière version, parce qu'il faut faire des calculs plus rapides et d'ailleurs qui nous font gagner en coût, parce que ça coûte moins cher parfois d'avoir les dernières versions. Mais par contre, il faut renouveler, donc on jette pas mal de cartes graphiques qui potentiellement pourraient fonctionner encore ou pourraient être recyclées en partie, et ça crée des déchets électroniques qui sont ensuite ont d'autres questions sociales, parce que c'est exploité par certaines industries qui sont dans des pays avec des personnes en situation précaire, et ça crée d'autres formes de pollution qui sont ensuite remis un peu partout. Voilà, donc ça fait déjà un grand panorama global avec plein d'impacts différents, que ça soit locaux, globaux, de la pollution, de l'impact carbone de l'électricité et des impacts sociaux qui sont reliés aussi à ça. Si on veut genre le chiffrer un petit peu pour se rendre compte, c'est là que ça rentre aussi dans quelque chose de assez compliqué, parce que on n'a pas grand-chose. On a très peu de chiffres pour permettre de savoir tout ça. L'IA aujourd'hui, c'est peut-être un des domaines, une industrie qui est la plus opaque, limite plus opaque que l'industrie fossile sous certains égards. Donc on ne sait pas combien il y a d'utilisateurs de ChatGPT, on ne connaît pas la consommation électrique des data centers, on ne sait même pas il y a combien de data centers en France aujourd'hui, environ 200, 300, plus a priori entre 7000 et 10 000 dans le monde, on ne sait quasiment rien. Donc on a quelques études qui permettent d'à peu près voir où est-ce qu'on se situe, mais il faut vraiment les prendre avec des pincettes, parce que un des grands enjeux sur les impacts environnementaux de l'IA, c'est aussi de demander, d'exiger ou de choisir d'avoir beaucoup plus de transparence. C'est un des combats qu'on mène nous, mais c'est dangereux par exemple de se dire une requête ChatGPT, je vais pas vous dire que c'est environ 10 recherches Google, c'est un chiffre qu'on a beaucoup entendu, mais en fait il est hyper trompeur, parce qu'en vrai on n'en a aucune idée. Déjà une recherche Google, on n'a non plus aucune idée de combien ça consomme, et une requête ChatGPT, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça dépend de quelle version de ChatGPT, du moment dans le temps, de où est-ce que genre notre calcul il va tourner en fonction de où est-ce qu'on est dans le monde. Ça dépend de est-ce qu'on a utilisé les derniers algorithmes de raisonnement, est-ce qu'on génère des images. Ça on peut en parler si tu veux, mais il y a vraiment des variations complètement différentes
en fonction de l'usage, qui peuvent aller du x1 à x60 000 en termes d'impact. Donc aujourd'hui, en termes de juste comment on s'en sert, je sais pas dire si une requête ChatGPT c'est beaucoup, pas beaucoup, malheureusement. A priori, je pense que c'est beaucoup plus que 10 recherches Google, surtout avec les dernières versions, mais j'en sais rien. Et personne n'en sait grand-chose. Par contre, on a un peu une idée sur la consommation électrique globale. Et je finirai ma longue réponse de panorama par ce point de vue-là. Il y a effectivement maintenant quelques études de l'Agence internationale de l'énergie, de Deloitte, de Schneider Electric qui sont extrêmement intéressantes, qui vont prendre déjà la consommation des data centers électriques, ça on sait à peu près. On sait que c'est autour de 2 à 4% dans le monde et ça dépend ensuite des pays et des régions. Par exemple, en Irlande, c'est plutôt 20%. En Virginie, aux États-Unis, c'est plutôt 25%. En France, c'est 1%. Et la part de l'IA à l'intérieur de ces data centers, c'est hyper approximatif, mais c'est autour de 10%. Et ils font plein de projections sur la croissance de cette consommation-là. Et donc, on sait à peu près que la consommation des data centers devrait doubler à tripler dans les prochaines années en termes de quantité électrique consommée et que la part de l'IA à l'intérieur devrait faire au moins x4 à x10 à l'intérieur de ça. Donc, on se retrouve avec une consommation de l'IA globale qui, en moyenne, devrait faire, c'est ça, autour de x10 dans les prochaines années. Et ça, c'est genre globalement selon tous les scénarios, notamment ce que montre une étude de Schneider, même si on optimise, même si on prend des petits modèles, globalement, dans les 3-4 prochaines années, on aura la même projection et ça va beaucoup augmenter. Et donc, ça placerait l'IA dans une industrie qui serait pas la plus grosse en termes d'émissions carbone au sens large, mais qui serait quand même pas ridicule non plus, être autour de un peu moins de 1% des émissions mondiales, quelque chose comme ça. Donc voilà, et je reprends peut-être ta dernière question, c'était les angles morts là-dedans. En fait, du coup, il y en a plein. Je pense que le côté déjà de la matérialité, on en parle assez peu. Donc de se dire qu'il y a en fait des endroits dans le monde qui sont soumis à des pollutions locales, que ce soit par la fabrication, l'extraction minière ou la fin de vie de ce qui permet de faire l'IA. Ça, c'est quelque chose qui existe assez peu. Et les impacts locaux, on en parle vraiment très très peu. Et il y en a plein. Et c'est par exemple aujourd'hui Tesla qui a le nouveau data center Colossus qui leur permet aussi de faire XAI, donc l'IA d'Elon Musk Grok. C'est comme c'est difficile de se raccorder au réseau là où ils l'ont mis. Si je me trompe pas, en Arizona, ils ont plutôt connecté au data center plein de générateurs de gaz qui sont du coup pas connectés au réseau électrique, ce qui est vachement plus pratique parce que comme ça on n'a pas besoin d'attendre une attribution législative d'avoir accès au réseau électrique. Mais par contre, s'il y a une pollution au gaz local qui est complètement délirante et qui crée de la surmortalité sur place, juste à l'endroit de où est le data center. Et ça, on le voit pas trop parce que on est d'une certaine manière un peu content que les data centers soient pas chez nous. Là se pose une question un peu différente en ce moment avec les sujets de souveraineté, les investissements de la France dans l'IA, dans lequel on veut mettre des data centers partout en France et faire de la France un des premiers pays des data centers dans le monde. On va un petit peu plus se poser la question quand on va commencer à mettre le data center dans le jardin de quelqu'un. Ces questions environnementales locales vont a priori ne plus être un angle mort. J'aimerais bien que tu précises juste un point, c'est sur la partie conflit d'usage. Tu parlais en Virginie, tu parlais des data centers où typiquement on va installer un data center quelque part. Alors là, tu prenais l'exemple d'Elon Musk où il n'était pas raccordé au réseau, mais s'il est raccordé au réseau et qu'il y a un pic de consommation, par exemple en hiver, potentiellement on se retrouve face à un conflit de se dire qui va avoir la primeur de l'électricité. Est-ce que c'est le data center? Est-ce que c'est les gens pour se chauffer chez eux? Idem sur l'eau. Si on est, tu parlais de l'Arizona ou dans des régions comme ça, typiquement aux États-Unis où ils ont des sécheresses, des réservoirs d'eau qui diminuent, même si l'eau elle est juste utilisée et potentiellement remise dans le réseau. Quoique d'ailleurs j'ai une question là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait vraiment de l'eau? Est-ce qu'elle est juste réchauffée? Est-ce qu'il y a de la perte en ligne? Mais justement, quelle est la visibilité qu'on a sur ces conflits d'usage, sur l'électricité, sur l'eau et comment ça peut impacter peut-être à moyen terme un petit peu les discussions parce que certes il y a la pollution, le fait de pas forcément avoir envie d'un data center chez toi, mais en plus si tu sais que tu es à Marseille par exemple et que tu es dans une région où potentiellement tu peux avoir des problématiques d'accès à l'eau, avoir un data center en plus qui va nécessiter de prélever de l'eau, si ça vient impacter ta consommation perso d'eau alors que c'est quand même quelque chose d'important, l'eau, voilà, comment ça peut impacter la discussion là-dessus? Les conflits d'usage, c'est, je pense, un des sujets, moi, qui me perturbe le plus sur l'impact environnemental de l'IA. Et donc, effectivement, je pense qu'on va être amené à plus en plus en parler. Et ce qu'on voit, c'est que si je prends juste le sujet de l'électricité, déjà pour l'instant, qui se traduit du coup en énergie, en carbone, tout ça,
Si je prends l'électricité, si on voit effectivement qu'il y a cette croissance des usages qui fait qu'il y a une demande électrique qui est de plus en plus grande pour l'IA. Ça vient de 300 millions d'utilisateurs de ChatGPT. Là, aujourd'hui, le jour où on se parle, en ce moment, c'était la trend de Ghibli, de générer genre toutes ces images en forme de studio Ghibli, ce qui est horrible d'ailleurs pour le créateur qui était toujours été contre l'IA. OpenAI a dit aujourd'hui que leur data center était complètement surchargé parce que tout le monde voulait faire des images de studio Ghibli. Donc voilà, on est dans ce moment-là d'excitation sur le sujet. Les modèles de raisonnement, ça demande beaucoup plus de tokens, donc il y a un peu cette croissance. On va parler après d'effets rebonds et tout ça, mais je pense, mais voilà, donc on a cette accélération qui est là. Si elle est là, ça veut forcément dire quand tu as quelque chose qui est exponentiel et pas prévu, que il va falloir faire des choix. Concrètement, sur l'électricité, ce qu'on voit, c'est que la demande, elle ne peut pas aujourd'hui être totalement compensée par l'approvisionnement électrique qu'il y a dans différents pays. Par exemple, en Arabie Saoudite, la demande prévue en termes de consommation électrique de l'IA dépasse de x2 la quantité d'énergie renouvelable qui est disponible dans tout le pays. En Malaisie, c'est à peu près pareil, c'est fois 1,5. En Irlande, aux États-Unis, c'est à peu près genre en gros, ça prend déjà toute la capacité de renouvelable disponible. Et même en France, si je me trompe pas, enfin l'idée c'est de dire qu'on va dédier 90 TWh à ce sujet-là, ce qui est en fait assez considérable et je vais revenir dessus. Si on se dit ça déjà, en termes de capacité juste renouvelable, ça veut forcément dire que pour pouvoir compenser le besoin en électricité, il va falloir qu'on rajoute autre chose, comme par exemple la capacité électrique qui nous vient du charbon, du gaz, etc. Et donc, au-delà des conflits d'usage, déjà, genre, on garde en activité des centrales à charbon, de gaz pour pouvoir le faire. Ensuite, on va se dire, bah, peut-être que justement, comment je vais dédier ça et tous les autres usages, est-ce que je vais les faire? Par exemple, en France, pour faire la transition électrique et la transition énergétique, il y a ce qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone qui a travaillé autour de... c'est RTE qui a travaillé sur les futurs électriques en accord avec la stratégie nationale bas carbone qui dit globalement comment on va faire pour faire la transition énergétique en France, comment on planifie ça dans le temps et qu'est-ce qu'on met d'un point de vue de demande des consommations électriques derrière. Et en gros, de l'électricité, on prévoyait d'augmenter la quantité parce qu'on en a besoin pour l'électrification des maisons, du chauffage, des voitures, notamment personnelles, et de l'industrie, en gros pour faire simple. Et donc, forcément, quand on a toute cette quantité-là de plusieurs centaines de térawattheures qui étaient normalement prévus pour faire ça, et ben en fait, si on met autre chose, on doit forcément faire des choix. Typiquement, le Shift Project, il chiffrait que pour 10 TWh supplémentaires qu'on irait dédier à l'IA, c'est autour de 6 millions de véhicules qu'on n'électrifierait pas. Ou en tout cas, qu'on pourrait pas maintenir l'électrification. Donc, ça veut dire concrètement, je vais charger chez moi mon véhicule. Donc ça, c'est sur le réseau électrique global. Ce qui ne passe pas aujourd'hui, ça passe sur de l'énergie fossile et ça fait du CO2. Et ce qui passe sur le décarboné, c'est des choix qu'il faut faire en fonction des usages. Au niveau global. Au niveau local, la situation, elle peut être encore plus questionnable. C'est qu'on n'a pas l'électricité, c'est pas quelque chose qui est complètement diffus. C'est quelque chose qui arrive dans un réseau électrique. Et donc aujourd'hui, par exemple, un des grands bottlenecks, un des grands goulots d'étranglement de l'IA, c'est le raccordement au réseau électrique. C'est Mark Zuckerberg lui-même qui dit que le truc le plus chiant pour pouvoir développer des produits amazing, c'est de ne pas avoir assez vite accès à la puissance électrique. Et donc, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste que ça coûte cher, il faut raccorder au réseau, il faut installer, parfois il faut rénover des infrastructures énergétiques, il faut changer les transformateurs, remettre des nouveaux câbles, ça peut être plein de sujets différents, et ça peut prendre entre 4 et 6 ans, par exemple. À Marseille, aujourd'hui, c'est complètement bloqué, par exemple, le réseau. À Londres, ça l'est complètement bloqué aussi. En Irlande, il y a un moratoire parce que c'est complètement bloqué et ça prend toute l'électricité. Et donc, il y a aujourd'hui ce blocage-là qui fait qu'il y a des choix qui sont faits. Je vais vous donner un exemple, j'en ai des dizaines, mais en Arizona, il y a les Indiens Navajo qui sont là depuis un petit moment et qui n'ont pas accès spécialement au réseau électrique déjà depuis très longtemps, parce qu'ils habitent un peu loin, on va dire, du réseau, qui est plus décentralisé. Et ils ont demandé cette année à être raccordés au réseau électrique. On leur a répondu que ça demandait des investissements pour pouvoir le faire, et que ces investissements-là, ils voulaient pas que ils soient répercutés sur les habitants d'Arizona en augmentation de leurs factures. Dans le même temps, l'Arizona a accepté le raccordage de plusieurs data centers, avec du coup plein de nouveaux investissements qui ont fait augmenter de, je crois, $8 la facture d'électricité de tous les habitants d'Arizona.
Donc il y a un choix littéralement politique et social qui a été fait pour dire on va raccorder au réseau plutôt les data centers de Amazon et Meta plutôt que la tribu d'Indiens Navarro. Et donc ça, c'est typiquement un conflit qu'on voit sur l'électricité. On a la même chose dans plein d'endroits du monde. Et donc l'électricité, ça se voit au niveau global, au niveau local. Ensuite, il y a d'autres conflits d'usage. L'eau, c'en est un aussi. Par exemple, TSMC, l'entreprise de fabrication de semi-conducteurs qui est à Taïwan, qui fabrique notamment tous les GPU, ils ont fait le choix de subventionner les agriculteurs pour ne plus utiliser de l'eau. Donc, en gros, ne plus travailler, ils les payent pour ne plus travailler pour pouvoir récupérer l'eau pour les data centers. Un autre exemple, c'est par exemple pendant les ouragans Maria et Irma à Porto Rico, les data centers, ils ont été maintenus leur accès à l'eau et à l'électricité, alors qu'on a coupé l'eau et l'électricité pour la population suite à l'ouragan pendant plusieurs mois. Il y a ça au Querétaro, au Mexique aussi, où il y a des luttes sociales en ce moment parce que il y a des data centers de Microsoft qui sont en fonctionnement. Il y en a 18 qui veulent être construits en plus en ce moment, et c'est un État qui est déjà en situation de sécheresse. Et donc il y a déjà depuis des années des manifestations, des gens qui sont obligés de marcher à pied pour aller chercher de l'eau ailleurs, se faire des stocks d'eau. Enfin, on est déjà dans cette situation-là aux endroits dans lesquels il y a des data centers. On pourra en parler peut-être à un moment, mais en ce moment, il commence à avoir ces questions-là en France, et il y a justement des votes qui sont en train d'être passés pour pouvoir déréguler en faveur des data centers et au détriment d'un questionnement démocratique sur les conflits d'usage, justement liés à l'IA. Tu en as parlé tout à l'heure justement de l'explosion un petit peu de la consommation électrique là, des data centers, où il y a un rapport de Deloitte par exemple qui projette que d'ici 2050, tous ces data centers ils pourraient consommer autant voire plus que l'Union européenne. Et en parallèle, tu vois, il y a eu Nvidia, par exemple, qui a annoncé une carte graphique qui consomme 90 ou 95% de moins en disant, bah voilà, en fait, il n'y a pas vraiment de problème parce qu'on va avoir des gains d'efficacité, des gains d'efficience qui vont compenser, en fait, cette explosion potentielle de la demande. Et en même temps, étant parlé, il y a malheureusement, cet effet rebond qui fait que même s'il y a des gains d'efficience, l'augmentation des usages compense, voire souvent dépasse, en fait, les gains d'efficacité. Est-ce que c'est crédible de croire que cette fois-là, on va réussir à s'en sortir et à pas à compenser les usages? Tu parles voilà, où on s'excite sur ChatGPT parce qu'on a réussi à copycatter le style d'un artiste et donc tout le monde s'excite et il y a des millions enfin voilà, on se rend bien compte quand même que souvent les humains, quand il y a des gains d'efficience, en fait, c'est pas la frugalité, la restriction qui prime, mais c'est plutôt trouver des nouveaux usages. C'est quoi ton regard là-dessus? Ce que tu décris, c'est donc l'effet rebond, c'est énormément documenté dans l'histoire des technologies. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons aussi. Donc le fait que en augmentant l'efficacité de quelque chose, potentiellement, on ne vient pas réduire l'impact global parce que l'augmentation des usages ou la baisse de la barrière à l'entrée va faire en sorte que, au final, ça va compenser dans l'autre sens les potentiels gains qu'on a eu avant. C'est ce qu'on a sur la voiture aussi, hein. On a des voitures plus performantes, mais on va plus loin. On a inventé des avions qui, au final, consomment potentiellement pas tant par kilomètre, mais donc, du coup, on s'en sert pour faire des grandes distances. Donc, on a toujours ce cas-là. Là, on est un peu dans la même idée. Ce qu'il faut donner, en fait, au monde du numérique et au monde de l'IA, des data centers, des grands providers, c'est que c'était quelque chose qui était jusque maintenant assez stable, en fait. C'est au final une des rares industries de ce qu'on savait, de ce qui était disclose, qui avait arrivé à garder une consommation électrique constante malgré déjà une augmentation des usages qui était déjà énorme. Par exemple, enfin, genre, on a quand même une adoption du cloud, une numérisation du monde entier. On a déjà des choses qui faisaient que on a de plus en plus utilisé de cloud et de data center. Sauf que il y avait des optimisations qui étaient déjà faites, que ça soit au niveau de l'infrastructure elle-même, de la manière de stocker les choses, de mutualiser des calculs. Donc jusque-là, c'était à peu près stable. C'est juste que là, l'exponentielle d'usage est en fait trop grosse malgré genre tous les gains d'optimisation potentiels. Une fois qu'on s'est dit ça, où est-ce que ça se voit? C'est par exemple sur l'IA, on vient effectivement aujourd'hui, on a l'équivalent de petits modèles qui sont pas si petits que ça, mais qui peuvent commencer à être du niveau de ChatGPT il y a quelques années. Pourquoi pas? Mais ça n'empêche pas du tout qu'on vient quand même utiliser en parallèle des plus gros algorithmes
qui aussi ont été permis d'être développés parce qu'on a su optimiser la manière dont ça fonctionnait. Par exemple, quand Mistral 8x7b est sorti, qui était un peu la première version open source d'un algorithme qui était du niveau d'un chat GPT, enfin là, on est sur DeepSeek 671b, toujours en mixture of experts, qui fonctionne de la même manière, mais qui en fait est beaucoup plus gros que celui qu'on avait de Mistral. Et ça, c'est aussi parce qu'on a réussi à optimiser dedans. Ça se voit aussi typiquement sur les nouveaux usages que ça crée. DeepSeek, ça a été je pense pour moi une très bonne chose et en même temps une catastrophe dans la manière dont les gens perçoivent l'impact environnemental de l'IA, parce que justement, ça a permis de dire ah, mais il paraît que c'est plus optimisé, donc c'est bon, on a réglé le problème d'une certaine manière. En pratique, l'entraînement a été plutôt très bien fait, justement, c'était assez optimisé, c'est déjà un très bon point. L'inférence, le fait de l'utiliser, notamment le DeepSeek R1, c'est à l'usage, ça va activer moins de paramètres, donc en gros, ça consomme un peu moins d'énergie, même si faut encore le mesurer, c'est pas totalement fait. Par contre, comme on vient générer beaucoup plus de tokens, parce qu'il y a ce truc de raisonnement interne, avec ces modèles de raisonnement, c'est un peu la nouvelle mode, dans lequel l'algorithme, le chat GPT, va faire un monologue intérieur pour dire qu'est-ce qu'il vient de me dire celui-là? Bah attends, je vais peut-être lui dire ça. Il faudrait que je réponde de telle manière en faisant. Je vais d'abord faire ça, puis ça, puis ça. Et comme ça, après, je pourrais lui dire ça, mais il faut que je fasse attention si jamais il me répond ça plus tard, etc. Et ça commence à faire des pavés pour savoir ce que ça va répondre. Et du coup, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la quantité d'informations qui a été produite, et donc le GPU qui a été mobilisé en temps de puissance de calcul, est entre 1,5 et 6 fois plus long que pour une réponse normale. Donc ça fait que en moyenne, une réponse sur DeepSeek équivalente à un modèle qui ressemble, en fait, elle consomme plus d'énergie que un modèle équivalent. Pas tant parce que DeepSeek n'est pas optimisé, mais parce que ça a aussi créé ce nouvel usage du raisonnement dans l'IA générative qui n'existait pas avant. C'est pas la même chose de générer du texte, une image ou une vidéo. Générer du texte, c'est quelque chose, mais c'est pas non plus aberrant individuellement. Une requête ChatGPT, ça reste complètement, ça n'a rien à voir en consommation électrique, même avec ou en émission carbone, que manger un steak, par exemple. Par contre, générer une image, c'est déjà en moyenne beaucoup plus que générer du texte. Il y a plusieurs études qui montrent qu'une image bonne qualité, en moyenne, quand tu le calcules sur des algorithmes open source, c'est autant d'électricité qu'une charge de téléphone. Une vidéo, ça n'existait pas, la vidéo, il y a 1 an et demi. Début 2024, si je me trompe pas, il y avait des générations de vidéos de Will Smith qui mangeait des spaghettis qui étaient horribles. Ça marchait vraiment pas du tout. On est 2 ans plus tard à peu près. Maintenant, c'est hyper réaliste et on arrive à garder une cohérence et à raconter des histoires pendant 1 minute avec les derniers outils qui existent. Ce que ça a permis, cette optimisation qui est complètement délirante en 2 ans, c'est de générer des vidéos plus longues, en meilleure qualité. Et donc, en fait, en quantité, le truc est plus optimisé, mais on crée en fait beaucoup plus de matière. Et ça a un impact qui est complètement délirant, quoi. Si on se dit qu'une vidéo, c'est à peu près d'1 minute, c'est à peu près 1500 images à 30 images, 25-30 images par seconde, 60 secondes. C'est comme si on avait, d'une certaine manière, 1500 charges de téléphone quand on génère une vidéo. C'est-à-dire que c'est comme si on chargeait son téléphone pendant, dire une bêtise, pendant 5 ans. C'est l'équivalent de une vidéo, c'est 5 ans de charge de téléphone. Enfin, c'est un ordre de grandeur, mais c'est pour montrer que c'est des usages qui n'existaient pas avant, qu'on vient créer. Et la dernière fois, je faisais une conférence, j'ai donné un dernier exemple, et j'ai posé la question est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Deep Research, qui est aussi un nouvel usage qui est apparu en janvier, on va dire 2025 pour faire simple, qui consiste dans ChatGPT à dire je veux faire un rapport complet et je veux laisser à l'outil d'IA le soin de faire son plan, d'aller faire des recherches sur Internet, de se poser d'autres questions, de refaire des recherches, et dans 20 minutes je reviens et j'ai un rapport complet sur un sujet. Donc quelque chose qui est en vrai potentiellement extrêmement pratique pour plein de gens dans leur métier. En quantité d'informations qu'on est venu générer, mobiliser, etc., c'est autour de 1000 à 10 000 à 100 000 fois plus qu'une question juste bonjour, comment ça va et qu'est-ce que tu veux faire. Et c'est donc un usage, même si on a optimisé d'aller 100 fois, ce qui est gentil, la taille des algorithmes, on a créé ces nouveaux usages qui en fait sont non seulement plus mobilisateurs de ressources et un facteur qui est beaucoup plus important, et en plus, il y a l'autre effet qui fait qu'on a venu baisser les coûts, et DeepSeek, c'est venu énormément baisser les coûts, donc tout le monde vend à perte en ce moment, et donc en fait, ça augmente énormément l'adoption avec l'excitation qu'il y a derrière, et donc ça augmente les usages en plus. Donc on crée des nouveaux usages, on crée en plus d'adoption auprès des gens, et donc au global, tout ça aujourd'hui, ça compense pas du tout les gains d'efficience qu'on voit arriver.
Si on parle des usages, un des arguments des grandes entreprises, Microsoft, OpenAI de l'IA, c'est de se dire, et un peu dans la lignée de tout ce qu'on entend sur les nouvelles technologies, c'est de se dire ça va nous aider à résoudre des problèmes. Là, on avait Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, qui disait ça va même nous aider à résoudre le changement climatique, comme si c'était juste une question de, je sais pas, de puissance de calcul. Et donc un peu un côté complètement technosolutionniste de se dire finalement circuler, il n'y a rien à voir, continuons comme ça et l'IA va nous aider à tout résoudre. J'imagine que tu as un regard assez critique là-dessus. Le problème que ça pose d'avoir ce discours-là qui anesthésie d'une certaine façon et peut-être qui empêche de travailler, de questionner nos usages, d'essayer de les repenser en disant peut-être qu'il faudrait qu'on fasse différemment, quoi. Et pas juste s'en remettre à une croyance que demain la techno va nous sauver. Mais c'est clairement pas nouveau comme discours. Il est honnêtement très énervant, ce discours-là. Il y a Eric Schmidt, mais dans les versions un peu plus douces, mais qui sont tout autant agaçantes, on a Sam Altman, le CEO d'OpenAI, qui disait dans son dernier manifeste, on a besoin de résoudre le problème de la superintelligence pour pouvoir que cette superintelligence-là, qui aurait le niveau de plein de scientifiques, puisse résoudre le changement climatique. Dario Amodei, le CEO de Anthropic, qui fait Claude, il dit la même chose. Il dit on va avoir comme un data center de génie qui saurait tout faire, et avec ça, on pourrait résoudre le changement climatique. Je crois que Sam Altman, même la semaine dernière, il s'est plaint en disant genre ah, mais je me fais taper dessus en ce moment alors que je ne suis que quelqu'un qui veut résoudre le cancer en créant une super intelligence. Et donc, alors, si on passe le côté idéologie qu'il y a derrière, et un super épisode que je recommande qui est dans ton podcast, qui parle beaucoup des idéologies, qui permet aussi de déconstruire un peu tout ça et d'où ça vient. Et il y a un argument économique globalement derrière. Quand Sam Altman dit la super intelligence va résoudre le changement climatique, en fait, en pratique, la manière dont financièrement ils l'ont défini avec Microsoft, ce que c'était que l'AGI, c'est le moment où vous serez profitable à hauteur de 10 ou 100 milliards de dollars, je sais plus. Donc pour eux, ils ont une définition économique du sujet. Eric Schmidt, ça c'est un peu la même chose. Donc il y a derrière ce discours technosolutionniste, il y a une question de privilège qu'on viendrait préserver et de concentration des pouvoirs. Ça c'est un sujet. Et ensuite il y a la réalité de ce que c'est. Genre d'une certaine manière, c'est pas le pourquoi c'est pas la technologie qui va nous sauver, c'est que déjà en fait ils ont aucune idée de comment le faire. Ils se posent même pas la question d'une forme de complexité de, à la limite s'ils disaient genre je vais appliquer la dernière version de ChatGPT pour optimiser le réseau électrique de telle sorte à ce que on puisse améliorer la rapidité de l'implantation des renouvelables ou quelque chose comme ça. Déjà, je pourrais avoir une forme de respect dans ce discours-là parce qu'au moins c'est précis et on sait où est-ce qu'ils veulent aller. Et c'est pas genre une éventualité potentielle qui soit genre dans le futur et qu'on ferait peut-être, on pourrait résoudre le changement climatique avec ça, parce que derrière en fait il y a zéro action. Mais admettons qu'ils le fassent. Et que genre en fait ils s'y mettent, ils le décrivent, etc. Ensuite il y a la réalité de ce que c'est que la question climatique. C'est une question qui est un peu technologique, c'est ce que dit le GIEC. Il y a effectivement besoin d'infrastructures que ça soit parfois même de prévision, hein. Ils disent même les questions, c'est dans le dernier rapport du GIEC, que les technologies numériques peuvent accompagner d'une certaine manière certains sujets, et voici les sujets. C'est quelque chose que le GIEC raconte aussi. Mais ce qu'il raconte surtout, c'est que c'est des questions démocratiques, sociales et politiques. Avant tout, la question de changement climatique, c'est que si on veut mettre des choses en place pour pouvoir s'adresser au sujet, même si on a toutes les technologies du monde, en fait, derrière, il y a un temps d'acceptation sociale, il y a des décisions politiques qui doivent être faites, il y a des changements de structuration de l'économie qu'il faut questionner, et c'est pas un sujet technologique. Et donc même si jamais ils se mettaient à fond, et pourquoi pas, moi je me dis pourrait trouver des manières de rendre le système électrique beaucoup plus décarboné. En fait, ça résolverait pas le changement climatique, qui est un problème beaucoup plus large, beaucoup plus complexe que ce qu'ils ont en tête, quoi. Parce qu'en fait, ils sont même pas renseignés sur le sujet, je pense. Toi, tu parlais un petit peu du GIEC, des limites planétaires. Si on se projette et qu'on imaginait que on décide de ralentir la croissance économique et des développements technologiques pour justement les rendre compatibles avec la limite planétaire. Comment on fait et qu'est-ce qui se passe avec toutes les personnes qui travaillent dans ces secteurs-là, tous les investissements, tous les trucs concrets, les data centers, enfin il y a quand même des infrastructures hyper lourdes qui ont été construites. Comment on pourrait ou pas d'ailleurs réorienter un peu tout ça? Est-ce que ça veut dire on tue complètement un pan entier de l'économie ou est-ce qu'on peut imaginer une forme de transition ou de réorientation? Euh, Déjà, enfin, je pense qu'on ne parle pas de
d'arrêter la croissance du numérique, de démanteler tous les data centers et de mettre à la rue tous les gens qui sont dans la tech. Clairement, on parle même pas de, genre là, d'un point de vue réaliste, de ralentir totalement, de stopper le développement de l'IA et d'arrêter de l'implémenter totalement. On parle juste d'un niveau de croissance des usages qui est fait de façon complètement non démocratique et décidé ensemble, qui est de toute façon insoutenable et qui l'est déjà aujourd'hui. C'est même eux qui le disent eux-mêmes. Sam Altman, il a investi 1 milliard de sa fortune perso en tant que premier investisseur de Helion Energy, une startup de fusion nucléaire, parce que il se rend bien compte qu'il pourra jamais aller au bout de son idée un peu démiurge si jamais il n'a pas la fusion nucléaire. Donc ils sont face aujourd'hui à des limites énergétiques et législatives. Enfin, c'est aussi ça. C'est pas si facile de ça que de se mettre sur le réseau électrique. Donc en fait, déjà de base, il y a une limite qu'ils perçoivent qui de toute façon ralentit au bout d'un moment un petit peu tout ça, quoi. Déjà retrouver une forme de, sans même dire il y aura pas la croissance du développement de l'IA, mais retrouver pas une hyper croissance exponentielle comme on a aujourd'hui. Déjà rien que ça, c'est déjà plutôt pas mal, et ça met a priori personne au chômage. Ça enlève un tout petit peu de revenus à OpenAI et à Nvidia à la limite, et pourquoi pas. Ensuite, genre se dire que de toute façon la croissance de l'IA va développer des milliers d'emplois, c'est aussi aujourd'hui un mythe qui demande à être prouvé. C'est un des arguments principaux d'ailleurs quand on parle d'implanter des data centers, ça va créer de l'emploi, etc. C'est un argument qui est plutôt démontré que non aujourd'hui par plusieurs études, mais en fait c'est même pas l'idéologie qui est proposée. Aujourd'hui, l'idéologie proposée par l'IA moyenne, l'IA générative, je parle, c'est à nouveau genre pas du tout en train de questionner certains usages de l'IA. Il y en a plein qui fonctionnent très bien, qui fonctionnent pas comme ça, etc. Mais plutôt genre ce qu'on appelle aujourd'hui l'IA, c'est-à-dire ce truc un peu global de système d'IA générative incarné par ChatGPT. Ça, la vision, c'est quand même pas celle de création d'emplois global, c'est plutôt genre le contraire, une vision de précarité, d'austérité et d'inégalité. Typiquement, quand Mustapha Suleyman, le directeur de l'IA chez Microsoft, qui a aussi créé DeepMind et qui a créé Inflection AI avant de le revendre à Microsoft, donc a priori plutôt important, quoi. Et lui, il dit moi, mon test de Turing du 21e siècle, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on puisse donner 1 000 euros à une startup où il n'y a que une IA et que ça arrive à en faire une licorne, c'est-à-dire une entreprise valorisée 1 milliard de dollars. Sam Altman, il le dit lui-même, il pourrait créer des one-person startup, des zero-person startup, et on est plutôt dans cette vision-là de l'IA va plutôt créer une forme de super concentration des richesses par des gens qui sauraient manipuler un peu ça, de telle sorte à ce que on puisse avoir des IA à la place qui fabriquent ces petites entreprises-là. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec des startups comme Cursor, Lovable. Enfin, on vient aussi rentrer dans ce monde-là, quoi. Et donc, je suis déjà le discours de ça va créer plein d'emplois et puis on va ralentir, on va mettre tous ces gens au chômage. Là, de base, il y croit pas, mais en plus, c'est même la vision contraire aujourd'hui qui est prônée par ce développement-là. Et du coup, ce qui resterait, d'une certaine manière, c'est aussi potentiellement des emplois précaires qui sont entre les gens qui vont annoter les IA ou les nouvelles formes de travail qu'on pourrait inventer par rapport à ça, que ça soit si on développe un peu moins l'IA, je sais pas moi, peut-être que les traducteurs ils feront autre chose que juste relire des traductions. Donc c'est pas que les gens qui font des annotations. Et en fait, après, quelle que soit la discussion, à la limite, c'est même pas ça ce qui est important. Le sujet, c'est comment on planifie ça et comment on le planifie démocratiquement. Quand on a pris, par exemple, à nouveau la SNBC, donc qui disait la stratégie nationale bas carbone, donne les orientations du plan stratégique de la transition de la France. C'est hyper intéressant, comme c'est des rapports qui sont très complets et qui sont très intéressants à lire. Ça se décline d'une certaine manière après. Une fois qu'on a dit c'est ça le plan, à peu près, voici à peu près ce qu'on veut faire, on doit développer en fait plus de souveraineté sur le numérique à tel endroit pour pouvoir développer les voitures électriques, et puis on doit réindustrialiser un peu, mais en même temps on doit décarboner ça. Il y a tout un plan qui est fait. Après, qu'est-ce que ça dit sur les emplois? Il y a potentiellement des chaînes de valeur qui vont changer, il y a des métiers qui vont se transformer, donc on va travailler avec les syndicats pour trouver des plans de reconversion, on va imaginer ça avec les politiques publiques, les gouvernements locaux, etc. Et puis en fait, ça crée un plan à plusieurs années qui a potentiellement été bien fait, décidé démocratiquement et qui amène à comprendre qu'effectivement, il va y avoir besoin de transformer ces métiers-là et de les amener quelque part. Et donc, si jamais effectivement, genre on disait brutalement, on arrête tous les data centers, oui, ce serait aussi une catastrophe sociale. Et donc, en fait, il suffit de se dire,
Bah, en fait, si on doit ralentir un endroit, en fait, il faut choisir stratégiquement. On a quand même tout ça qu'on voulait faire dans les véhicules électriques, dans la transition à tel endroit. La tech, en fait, ça va évoluer de telle manière, c'est ça qu'on suppose. Et du coup, avec ça, voici le plan qu'on veut faire. Enfin, ça ressemblerait à ça, une forme de politique publique de l'IA qui permettrait de gérer un petit peu cette croissance dans les limites planétaires, quoi. En fait, c'est comme les autres secteurs, quoi. Tu l'as abordé rapidement en parlant du GIEC et l'optimisation des réseaux électriques. Est-ce que tu peux donner un petit peu des exemples justement où les technologies d'IA et pas forcément d'IA générative, parce que là pour le coup ces technos-là elles sont éprouvées, elles existent depuis longtemps, où justement l'IA apporte vraiment quelque chose de mesurable et un impact positif en termes de transition écologique au sens large, tu vois, 2-3 exemples, on se rend compte là où ça peut aussi avoir un intérêt d'utiliser ces technos-là. Ouais, et c'est là où c'est vrai que c'est très important de faire la différence entre les formes d'IA. J'ai quand même des cas intéressants d'IA générative, je pense, hein, mais la grande majorité des cas qui ont prouvé un impact, c'est de l'IA plutôt classique, du machine learning plutôt classique, de prédiction, de classification. La meilleure synthèse scientifique sur le sujet, c'est un papier qui est sorti par Climate Change AI, qui est un collectif de scientifiques qui a écrit un résumé en fait de toutes les applications par secteur. On pourra peut-être le mettre en lien, mais il est extrêmement intéressant pour justement, il retrace quasiment tout. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des sujets au niveau déjà de la modélisation climatique. Aujourd'hui, avoir des modèles compliqués qui en fait prennent en compte tous les paramètres physiques avec des équations dont on n'a aujourd'hui pas forcément la résolution physique, bah, c'est en fait assez dur. Et du coup, il y a certaines formes de simulation mathématique dans les modèles de Météo France, de ceux qui après vont se retrouver dans le GIEC, qui utilisent des formes de calcul d'optimisation, d'apprentissage automatique pour pouvoir modéliser des choses. Ce qu'on va voir aussi dans les nouveaux modèles météo, qui sont soit ceux de DeepMind ou même Météo France en a aujourd'hui, qui vont utiliser un petit peu plus de machine learning, de deep learning pour faire des prévisions, plutôt que écrire toutes les équations physiques qui de toute façon ne sont pas possibles et on maîtrise pas parce que c'est trop complexe. Donc faire à partir de l'exemple, c'est aussi des choses qui permettent de de résoudre des problèmes scientifiques locaux, notamment sur de la prévision, qu'on ne pouvait pas forcément faire avant, ou moins bien en tout cas. Et ça marche plutôt pas mal. Dans la prévision, il y a aussi le sujet qui est en vrai un vrai cas dans les réseaux électriques. Il faut pouvoir prévoir mieux, par exemple pour pouvoir anticiper comment on va gérer le fait qu'il y ait du vent ou pas, ou du soleil, ou etc. De telle manière à pas venir trop dépendre sur le secours critique qu'il y a sur des réseaux, qui serait de faire appel à de l'énergie fossile. Et donc il y a plein de prévisions, que ça soit d'ensoleillement, de où est-ce qu'on va mettre des panneaux, dans quel sens, etc. pour pouvoir aussi s'assurer de augmenter la capacité en électricité renouvelable. Ça, c'est un cas que je vois souvent et qui a plutôt bien marché assez localement à des endroits. Il y a toute une grande famille autour de l'utilisation de formes d'IA pour la collecte d'informations dans la compréhension des impacts environnementaux. Beaucoup par image satellite, mais aussi par caméra. Il y a aussi beaucoup de greenwashing, parfois parce qu'il faut vraiment que ça soit ensuite exploité de la bonne manière. Mais par exemple, l'IGN aujourd'hui fait énormément de travaux qui ensuite fournissent des données genre assez critiques sur les politiques publiques, comme par exemple l'artificialisation nette des sols pour comprendre l'évolution, etc. Et par image satellite, on peut voir assez bien où est-ce qu'on a construit, pourquoi, est-ce qu'on a coupé des forêts, par exemple. Donc c'est le problème de la connectivité écologique. Si je mets une grosse autoroute en plein milieu d'une forêt, bah, peut-être que j'ai pas tant déforesté que ça, mais j'ai peut-être coupé complètement une espèce qui avant était au milieu et se retrouve genre séparée des deux côtés d'une certaine manière. Et ça peut causer des problèmes énormes en fait parce que il y avait peut-être des équilibres locaux de la biodiversité qui étaient faits et en fait on vient couper cet équilibre local. J'ai vu ça aussi sur les puits de carbone pour comprendre comment on peut faire face à l'évolution justement de l'empreinte carbone. C'est aussi d'avoir assez de forêts, de haies, de mangroves. Et en fait, ça, on peut assez bien le mesurer. J'ai vu ça aussi pour les émissions, tout simplement, les émissions de méthane en particulier. Quand on a de la lumière qui vient du soleil, qui rebondit sur la Terre et qui repart dans un satellite, la lumière qui est reçue par le satellite, elle est un tout petit peu absorbée par l'atmosphère, potentiellement par le sol. Du coup, on peut comparer entre la lumière blanche, en gros, ce qu'on récupère dans le satellite, et si on fait le calcul bien, on peut soit comprendre ce qui a été absorbé par le sol, et ça permet aussi de comprendre l'évapotranspiration qu'il y a eu à l'endroit là, et donc ça permet un peu de mesurer la sécheresse. J'ai vu plein de cas d'application dans l'analyse des catastrophes naturelles qui sont très utiles là-dedans. Et si jamais on regarde plutôt ce qui a été absorbé en gros par l'atmosphère, on a
potentiellement la composition de l'atmosphère à un endroit très local. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui a été mis en place par une ONG qui s'appelle Climate Trace, qui a permis de montrer qu'il y avait plein de puits de méthane, notamment dû au permafrost en Russie, qui n'avaient pas été comptabilisés dans les émissions globales parce que on les avait pas vues tout simplement. Et en fait, si on les loupe, on manque une compréhension sur l'évolution de comment ça va se passer. Toutes ces applications-là, ça, c'est des vraies applications utilisées qui fonctionnent bien. Il y a ensuite toute une famille qui est plutôt autour de l'optimisation. Pour faire simple, de la prévision de demande. Par exemple, si on prédit mieux la demande sur même de vente de produits, au final, on a moins besoin de produire, tout simplement parce que on préfère ne pas produire que d'avoir des invendus qu'on va détruire, qui coûtent potentiellement plus cher. Ce qui est compliqué, ces cas-là, je les ai vus énormément. J'ai vu aussi beaucoup de prévisions pour optimiser le remplissage de camions, pour optimiser le trajet des bateaux, etc. Et toute cette grande famille de l'optimisation, prévision pour optimiser, etc. Je pense que ça a globalement un impact qui est positif, sauf dans certains domaines où on est soumis pas mal à des effets rebonds, où les optimisations sont pas efficaces. Par exemple, les bâtiments connectés, les smart buildings, il y a quand même plusieurs études qui montrent que globalement ça n'a pas très bien marché, parce que en fait ça optimise, mais en fait à la fin les gens sont pas là. Enfin, il peut y avoir plein d'autres raisons qui font que ça optimise pas tant que ça. Et tous ces cas-là, le problème c'est qu'il y a aucune étude aujourd'hui un peu systémique qui montrerait quelconque émission évitée ou qui prouverait des émissions évitées globalement par l'IA. Et c'est pour ça que je dis, genre localement, moi j'ai vu des cas qui fonctionnaient. Par contre, je suis incapable de dire si jamais ça a fait économiser 1000 tonnes de CO2 ou ça en a fait genre perdre 1 million parce que ça a été mal fait. Il y a très peu d'études qui ont prouvé que oui, il y a rien dans le GIEC là-dessus, il y a rien qui a été fait par des scientifiques. Quand même, cette application-là, c'est sûr qu'elle fonctionne et elle est déployée à grande ampleur et elle a fait vraiment changer les choses. Ça fait une bonne liste déjà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, c'est important de pas faire juste taper sur l'IA parce que c'est vrai que c'est dommage aujourd'hui quand on parle d'IA, on parle surtout de l'IA générative alors qu'il y a quand même plein de technos et d'usages qui font sens et qui ont un intérêt. Donc c'est bien de pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est David Rolnick qui est justement le créateur de Climate Change AI qui s'énervait encore il y a pas longtemps dans une publication et qui disait il faut vraiment comprendre que les formes d'IA qui participent à aider sur la question climatique, sur certains sujets précis, c'est pas du tout les mêmes formes d'IA qui sont celles qu'on pense quand on parle d'IA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si moi je pense avoir développé des systèmes ou des outils qui utilisent un peu d'IA générative, plutôt par exemple pour l'extraction d'informations qui potentiellement sont très utiles, ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est plutôt des technologies de machine learning classiques qui sont plutôt efficaces. Et ensuite, le sujet, il est pas tant technologique de comment on peut le déployer. Je peux t'en parler une seconde pour donner un exemple très concret sur un projet Data for Good qu'on a vu, parce que ça, c'est vraiment genre aussi un peu toute notre philosophie. On a travaillé, si on prend la question des feux de forêt. Les feux de forêt, c'est une catastrophe énorme. Les feux de forêt, c'est plutôt causé par des accidents ou intentionnels, par des pyromanes. Par contre, c'est énormément aggravé par le changement climatique qui vient accentuer les sécheresses, qui vient changer plein de choses dans les forêts. Du coup, ça aggrave la quantité de feux de forêt et leur intensité. Ça crée énormément d'émissions carbone dans le monde. Je me rappelle plus du chiffre, mais c'est autour de 10% si je me trompe pas. Donc c'est un vrai sujet genre qui est énorme en termes d'émissions globales. Quand on essaye de se dire je vais faire de l'IA pour les feux de forêt, une des réponses ça pourrait être par exemple que moi j'entends tout le temps et qui est justement déployé par les labs AI for Good de certains big tech, c'est on va faire de l'imagerie satellite. Quand on fait de l'imagerie satellite, ce qui est intéressant c'est que en fait on voit le feu une fois qu'il est déjà là. Séquencer l'imagerie satellite, c'est pas assez précis pour voir le feu quand il est en train de se déclencher. Par contre, quand il est déjà là, comme en Californie, on le voit bien en image satellite. Donc effectivement, on peut analyser la propagation et répondre à la propagation avec où est-ce qu'on va mettre les pompiers, comment on va répondre à tout ça, on va essayer de planifier un peu ça. Pourquoi pas? Mais quand on parle en fait avec des pompiers, ce que on a fait à Data for Good avec une association qui s'appelle Pioneer, en fait, on comprend que le sujet principal, c'est pas tant de répondre une fois que le feu est déjà là, mais c'est idéalement de répondre au moment où le feu, on peut encore intervenir, parce que en fait, c'est tout simplement une question il va y avoir beaucoup moins de destruction, on contrôle beaucoup mieux ça. Le plus tôt on intervient, moins ça va coûter cher, et le plus on va protéger la forêt. Et donc, en fait, quand on fait ça, on se rend compte que le sujet, c'est pas tant d'étudier la propagation, mais c'est de détecter la fumée, parce que comme il n'y a pas de fumée sans feu,
avoir la fumée dans une forêt, c'est ce qui permet vraiment d'intervenir avant que ce soit la cata, voire avant que ça déclenche en termes de feu. Pour détecter la fumée, c'est quasiment impossible de le faire par imagerie satellite, parce que c'est trop petit, c'est trop diffus, on peut confondre avec un nuage au pire, donc en fait, il faut le faire autrement. Il faut mettre plutôt des caméras dans les forêts, si jamais on fait pas ça. Et l'avantage, c'est que dans les forêts, en France en tout cas, il y a déjà des tours de guet dans lesquelles il y avait des pompiers qui se mettaient et qui regardaient la forêt toute la journée d'une certaine manière. Aujourd'hui, il n'y a plus, mais ces tours de guet, elles sont toujours là, il y a des infrastructures, c'est là où il y a les capteurs Météo France, il y a plein d'autres choses, etc. Et donc quand on comprend ça, on se dit, mais en fait, c'est vachement plus utile pour attaquer le sujet des feux de forêt de mettre une caméra en forêt et de filmer la forêt et de détecter plutôt la fumée. Et c'est donc typiquement ce qu'on a fait avec l'association Pioneer depuis 4-5 ans. Pour faire ça, il faut avoir un algorithme qui analyse des images et qui détecte forêt, pas forêt, et qui dit où c'est. Il faut avoir une idée de la topographie et d'estimer la profondeur dans une image pour savoir à quelle distance est le feu de forêt. Il faut ensuite le remettre sur une carte, parce que au moins quand on voit d'en haut avec une image satellite, on peut le mettre sur une carte. Et quand on le voit de côté, il faut faire un peu de calcul pour savoir le remettre sur une carte. Et surtout, il faut en fait être connecté avec les pompiers, travailler avec eux, leur envoyer des alertes, avoir construit le truc avec eux. Comme en plus c'est dans les forêts, on n'a pas internet, donc sauf en mettant Starlink, qui a priori c'est pas forcément une bonne idée non plus pour autre chose, on est forcément obligé de faire un petit algorithme de machine learning un peu old school d'analyse d'image et donc hyper optimisé pour fonctionner sur un tout petit capteur. Et on se retrouve avec en gros un système, c'est deux opposés en fait, dans lequel d'un côté on a quelque chose qui intervient trop tard, qui est pas co-construit avec les pompiers et qui en fait est une réponse qui est très utile, mais c'est pas genre pas la meilleure réponse qu'il fallait faire d'une certaine manière. C'est bien que ça soit là et qu'en fait quand on rentre vraiment dans une approche de OK, on peut faire quelque chose d'utile pour l'environnement et qu'en fait il faut poser la question aux gens qui sont impactés, qui travaillent directement dessus. Et en général, ça vient à faire un projet qui est complètement différent. On se retrouve à plus analyser des images satellites avec des IA hyper compliquées, mais en fait à genre passer surtout beaucoup de temps à travailler à comment genre on va faire en sorte qu'un signal soit envoyé à la caserne la plus proche et à faire un algorithme qui puisse tenir sur une petite puce qui sait calculer qu'un seul truc, c'est fumer, pas fumer. Et j'adore cet exemple parce que ça, c'est typiquement le genre de choses sur lesquelles nous on travaille. Et c'est beaucoup plus précis que se dire ah, il y a l'IA pour l'environnement ou je sais pas quoi. En fait, c'est pas tant la question de l'IA, c'est plus la question d'avoir une forme d'humilité par rapport au problème et en fait de travailler avec des gens qui savent. Et ça, en général, ça fait faire des trucs complètement différents. Et c'est très souvent pas de l'IA générative, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que tu te rends compte que les projets qui ont un vrai sens, qui sont utiles, il y a la construction avec les gens qui en ont vraiment besoin. Et ce dont tu parles, c'est un projet technologiquement plus frugal, plus sobre, plus petit. Et malheureusement, en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que quand tu compares ça avec les labos d'IA qui vont faire de la cartographie, de l'imagerie satellite, le système tel qu'il est construit aujourd'hui, hyper capitalistique, avec des rendements attendus, si tu construis pas des technos hyper complexes, des projets pharaoniques, en fait, il y a pas ces retours sur investissement et donc économiquement parlant, c'est moins intéressant. Donc il y a aussi un problème d'incentive où finalement, t'as pas intérêt, t'es une boîte, t'as pas intérêt à faire ce que tu décris parce que en fait le ROI il est moins intéressant en tout cas en termes économiques. Je pense que c'est un des gros sujets quoi. Donc je sais pas comment on peut le traiter, mais c'est sûr que si on l'aborde pas, et d'ailleurs, je pense que c'est pas étonnant que, Data for Good, tu disais c'est une ONG, parce que il y a aussi ce rapport-là qui est un peu différent. Donc, ouais. J'ai une autre question pour toi. J'ai vu passer un post de Jean-Marc Jancovici récemment sur LinkedIn. Alors, je le reformule à ma sauce, mais l'idée, globalement, c'était de se dire, et si en fait, la souveraineté numérique et la transition écologique, c'était le même combat, et on pouvait rapprocher un peu ces deux idées-là. J'avais cette question parce qu'on parle de plus en plus de alors souveraineté, autonomie technologique en se disant on se rend compte quand même et tu l'as décrit toutes ces chaînes de valeur pour faire de la techno, il faut des minerais, il faut de l'énergie, il faut plein de matériaux qu'on n'a pas forcément et très souvent on est dépendant à 90-100% sur plein de matériaux. Il y a cette question de la transition écologique et on se dit en fait en Europe, en France, on pourrait avoir envie de dessiner un peu une troisième voie technologique peut-être plus sobre, plus frugale, plus humaniste, qui correspondent d'une certaine façon peut-être mieux aux valeurs qu'on a en Europe. Est-ce que toi tu penses que il y a vraiment une carte à jouer pour la France, pour l'Europe? Et est-ce qu'on peut réconcilier d'une certaine façon la tech et la transition écologique autour de cette idée de si on veut faire de la souveraineté, alors on a besoin de se dérisquer, peut-être être moins dépendant. Et donc d'une certaine façon, si on est plus sobre, on est plus souverain parce qu'on a besoin de moins de matériaux pour moins d'usages et donc on contrôle un peu mieux les choses.
C'est une excellente question là en ce moment. Elle me bloque un peu parce que genre je pense que j'ai pas totalement résolu l'équation dans ma tête déjà. Donc j'essaie d'exprimer euh, mes doutes sur le sujet. Enfin, je ne sais pas forcément comment. Est-ce que genre ma réponse va être suffisamment genre tranchée là-dessus? Je sais pas. En tout cas, ce que je vois, c'est que cette voie-là, je suis pas sûr qu'on est en train de la prendre aujourd'hui. J'avoue que le sommet d'action de l'IA, par exemple, qui avait un peu l'occasion d'inventer cette voie-là, au final, c'est pas tant ça qui s'est passé. Et notre conclusion avec beaucoup d'ONG, c'était que c'était plutôt une guerre de quéquettes pour montrer que la France et l'Europe étaient là et que effectivement l'argument du nucléaire qui est en fait fait la promotion après d'EDF et de Mistral, globalement c'est un peu ça qu'en ressortait, et le sujet de cette troisième voie-là du IA genre plus sobre pour l'intérêt général qui était une des vocations du sommet, en pratique c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, et donc je le vois pas. Potentiellement déjà j'y crois, mais je le vois pas comme cette voie qu'on est en train de prendre. Qui m'a confirmé aussi ça, c'est cette semaine, avec Data for Good et plusieurs autres structures, on a travaillé sur des amendements du projet de loi simplification, qui est un projet de loi qui est passé du coup mercredi, au moment où on tourne cet épisode fin mars 2025, dans laquelle, en gros, pour cause d'intérêt public, on vient tout simplement baisser la charge bureaucratique sur plein de choses pour augmenter la compétitivité, etc. Et dedans, il y a l'article 15 qui concerne notamment les data centers, qui, en gros, propose de supprimer plein de choses sur la manière dont on peut implanter des data centers en France. Ça veut dire supprimer plein de choses, c'est pas de contrôle des collectivités locales. Dire, j'ai rien à dire en tant que maire ou élu local si jamais on met un data center chez moi. C'est maintenant une affaire d'État et d'intérêt public. Et des tarifs préférentiels sur l'électricité, comme ce qu'on voit aux États-Unis, de moitié prix si je me trompe pas. Et nous, on avait proposé des amendements dans lesquels on demandait au minimum que il y ait au moins un audit de stress hydrique pour les agriculteurs locaux quand tu mets un data center genre à un endroit. Et idéalement, on demandait à ce que on garde en fait le contrôle qu'on a aujourd'hui sur les infrastructures, les grandes infrastructures en France, qui est justement plutôt pas trop mal fait d'une certaine manière, qui pose plein de questions, mais qui reste démocratique, qui passe par plein de cases qui sont extrêmement importantes. Et idéalement, on demandait même de se dire en vrai, on peut quand même attendre un petit peu, et on proposait un moratoire aussi. Donc on avait proposé plusieurs choses, et même le truc le plus nul, on se l'est fait complètement enlever, on a tout perdu à l'Assemblée, et en fait du coup maintenant on n'a rien, et concrètement genre on est dans une phase de dérégulation de l'installation d'infrastructures en France. D'une certaine manière, je suis horrifié par ça, et en même temps il y a là où je suis un peu perturbé, c'est que on a aussi quand même potentiellement besoin d'infrastructures quand même souveraines. Et en même temps, la manière dans laquelle j'essaye de réconcilier ça, c'est que la souveraineté peut être aussi un argument qui est complètement ne sert complètement à rien si en fait elle n'est pas décidée démocratiquement pour qui, pourquoi. Et typiquement aujourd'hui, même si on avait une forme de souveraineté qui ne sera jamais parfaite et d'indépendance qui sera jamais parfaite, elle le sera pas si jamais en fait, si je prends juste les data centers, ça reste des acteurs étrangers qui investissent en France, que ce soit l'Arabie Saoudite ou concrètement la moitié des data centers en France, c'est aujourd'hui quand même les entreprises américaines, et les futurs projets de data center, c'est quand même les entreprises américaines. Donc en fait, ça change pas grand-chose au final au problème. Et que même si jamais c'était quand même des data centers OVH, Scaleway ou je ne sais quoi, ça ne dit absolument rien du fait que quand on va utiliser ChatGPT, ça se fasse tourner ça plutôt sur un data center en France plutôt qu'autre chose. Et en fait, tu as tout un système global qui est en fait un peu plus compliqué que juste se réindustrialiser en équipement, en machin. Donc je pense que je crois à cette voie européenne d'un numérique qui est plus sobre, d'une IA qui est démocratique, et d'infrastructures qui sont pensées comme nous avec nos valeurs. J'y crois même très fort, et c'est ce qu'on défend. Je le vois pas aujourd'hui dans les politiques publiques françaises et européennes, et notamment genre très loin de ce qui avait été annoncé là-dessus, quoi. Et on reste dans la même course à l'échalote qui est clairement pas ni respectueuse des limites planétaires, ni démocratiquement choisie. On arrive à la fin de l'échange. J'ai une dernière question. Tu vois, au regard de ton expérience, de tes convictions sur le sujet, quelle est la place que peut avoir, selon toi, l'IA, les technologies d'IA au sens large, qu'on parle d'IA générative ou des autres technos, dans un monde à plus 4 degrés?
Est-ce que c'est un monde où il y a plus d'IA du tout? Est-ce qu'il y en a un petit peu? Est-ce que c'est entre les deux? Enfin voilà, comment tu vois le truc, toi? J'adore cette question parce que c'est vraiment difficile de raconter, de faire des exercices de prospective, surtout avec l'IA où ça va si vite. Donc, il faut vraiment prendre ma réponse avec des pincettes. J'ai adoré dans ce type d'exercice-là que je conseille aux auditeurs et auditrices, le croisement des travaux de l'ADEME et de l'ARCEP. Donc l'ADEME, Agence de la transition écologique, et l'ARCEP, l'Agence des télécommunications, qui ont travaillé sur le croisement des futurs à 2050 de l'écologie et de ce que ça faisait sur nos vies numériques. Et moi, j'avais travaillé dans les commissions d'enquête pour parler justement de la place de l'IA. C'est avant ChatGPT, donc en vrai, je m'étais complètement gouré à ce moment-là. Mais typiquement, ce que ça avait montré à ce moment-là, c'était que le scénario le plus radical, qui s'appelait... en gros, il y avait 4 scénarios. Soit on fait rien et on compte sur la technologie pour nous sauver, en gros. Ça, c'est le 4e. Et le premier, c'était sobriété ou frugalité heureuse, plus de communauté, etc. Et dedans, l'application sur le numérique, typiquement, ça montrait que ça restait soutenable et dans les limites planétaires d'avoir un téléphone potentiellement réparable par personne, mais qu'on change tous les 5 ans ou je ne sais quoi, mais quand même un téléphone, quand même un smartphone par personne. Que idéalement, il fallait genre une box Wi-Fi par étage, qu'il fallait dans un immeuble, peut-être qu'il y a un ordinateur par immeuble, et ensuite il y a des ordinateurs au travail, ou un truc comme ça, et il faut pas de télé et plutôt un rétroprojecteur, mais que en gros une vie, le truc le plus radical d'une certaine manière, mais qui marche quand même d'un point de vue numérique en termes de limite planétaire que proposait l'ADEME et l'ARCEP, c'est quand même quelque chose dans lequel au fond on a quand même tous un téléphone, on se partage un peu le Wi-Fi et on met un rétroprojecteur au lieu de mettre une télé. D'une certaine manière, moi ça m'avait, enfin pas dire rassuré, mais aussi montrer que, en fait, parfois c'est aussi une question de, effectivement, de calcul et d'imagination, que le changement derrière, il est aussi social, de dire, bah, en fait, j'accepte de partager ma box Wi-Fi avec mon étage, par exemple. Dans ce scénario le plus radical, c'est pas non plus horrible, absolument, quoi. Genre, on n'est pas en train de se dire, on va tout arrêter, etc. Quand on applique ça à l'IA, franchement, je vais commencer par le monde à 4 degrés pour, ça, il est plus facile à imaginer parce que c'est globalement la trajectoire dans laquelle on va. L'IA là-dedans, ce qu'elle aurait causé, qui aurait amené ça, c'est effectivement genre continuer à y aller pleine balle et de décaler tout sur les énergies fossiles. C'est-à-dire que comme on n'aurait pas assez de capacité de construction et qu'on aurait continué la croissance des usages, on a continué à utiliser du charbon, du pétrole, et donc ça a augmenté énormément les émissions. En parallèle, il y a un des sujets dans lesquels on n'a pas parlé, c'est l'IA aussi utilisée pour augmenter l'extraction fossile et pour des entreprises qui potentiellement sont aussi déjà très polluantes. La recommandation de produits sur Amazon, la publicité ciblée, l'extraction fossile, enfin, c'est des industries qui se décarbonent pas aujourd'hui et qui utilisent aussi l'IA pour et ça, globalement, ça augmente leurs émissions. C'est d'ailleurs potentiellement plus gros que même que l'impact de l'IA. Et ensuite, il y a aussi l'IA qui notamment, enfin, toutes les questions d'information, de désinformation, voire carrément d'impact sur la démocratie, qui aussi ont un impact très fort sur l'avènement au pouvoir de politiciens, comme on peut voir aujourd'hui aux États-Unis, qui en fait sont, on va avoir un impact encore plus grave sur l'environnement que l'IA en tant que telle, quoi. Donc les IA de recommandation, aujourd'hui, ça reste peut-être, avec l'élection de Trump, le pire impact de l'IA sur l'environnement qui existe. Donc si on met tout ça en même temps, on va tranquille dans un monde à 4 degrés. Et là-dedans, ce que ça dit pour moi, c'est soit on a quand même réussi à optimiser d'une certaine manière et on a fait des conflits d'usage dans tous les sens et on a réussi en fait parce qu'il y a une concentration des pouvoirs économiques énorme. Plutôt ils ont réussi à maintenir l'IA en mettant des data centers un peu partout, des centrales au gaz et en gardant plein d'énergie fossile et du coup il y a une surmortalité énorme et des impacts locaux autour de toutes ces infrastructures-là, beaucoup de pollution, et peut-être un système qui tient d'un point de vue IA, sans limite énergétique d'une certaine manière, mais alors qui est absolument horrible dans lequel vivre. Ou alors, à un moment juste ça passe plus, parce que justement on se dit, bon là on est quand même dans un monde à 4 degrés, et dans ce cas, en fait, il y aurait des limites qui seraient mises. Ce monde à 4 degrés, il ne faut absolument pas aller vers là. Il est un peu dystopique, mais assez plausible. Et dans le monde à 2 degrés, honnêtement, c'est assez compliqué de le voir. Il peut y avoir de l'IA générative. Ça dépend pourquoi. Par exemple, je pense que si on va vraiment dans le détail des usages, la vidéo, c'est complètement aberrant. Surtout qu'en plus, ça sert en général à faire soit de la pub, soit des fausses influenceuses sur OnlyFans. En fait, il y a des choses qu'on peut et qu'on doit pouvoir se dire, ces usages-là, ils devraient pas exister. Et c'est à nouveau, genre, on revient sur toutes les questions sociales sur l'écologie, de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, est-ce que, genre, il faudrait couper l'eau des golfs ou pas. On est un peu dans le même idée. Est-ce qu'on peut juger, est-ce qu'on peut décider ensemble que générer
du porno, qui est l'utilisation principale des deepfakes aujourd'hui, 96% selon Deep Trace, une ONG qui bosse sur le sujet. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter? Comment on l'enlève, etc. Il y a des questions effectivement de réseau, d'infrastructure, de calcul public, potentiellement locale, française, et ensuite il y a qu'est-ce qu'on choisit comme type d'algorithme et franchement des usages même de l'IA générative qui fonctionnent en local, qu'on aurait inventé dans les prochaines années, ça ferait jamais ce que ça fait aujourd'hui. Il faudrait accepter que ça fait pas tout, que c'est pas le truc le plus performant, mais ça peut tenir sans aucun problème dans un monde à deux. Merci beaucoup Théo d'avoir répondu à mes questions, puis j'espère à bientôt alors. Merci beaucoup. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.